On m'entend? Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Ça va, on est dans les temps? Oui, c'est parfait. On attend les derniers participants et on va pouvoir commencer. Parfait. Ne vous inquiétez pas un moment. Là, je suis avec deux chiens qui viennent de la SPA, qui sont très gentils, mais il y a quelqu'un qui va arriver dans 2 minutes et ça va être des aboiements. Donc, j'essaierai d'être le plus discret possible. Je ne peux pas les maîtriser. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui râle, ce sont mes amis canins qui vont se manifester. Donc, il y a 33 participants là, c'est ça? C'est ça. En plus du live. Il y a le live Facebook aussi. Ok. On est à 63 personnes sur le live pour l'instant. Ok. Comment avez-vous fait de la publicité pour la conférence en question? C'est On a quoi créé, vos canaux? on a créé un événement Zoom, un événement Facebook qu'on Ouais. a repartagé sur la page Facebook de notre antenne et sur le compte Instagram de Sonu directement avec les stories et le repartage de nos membres actifs aussi. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous qui nous suivent sur le Zoom et sur notre page Facebook et bienvenue à la conférence Zéro déchet de l'association Sonu. Avant de commencer cette conférence, un petit mot d'abord sur notre association. Celle-ci a pour but de promouvoir auprès des étudiants de la Sorbonne les valeurs des Nations Unies et ce au travers de ces différents pôles et antennes qui la composent. Notre antenne en particulier a pour but de sensibiliser les étudiants à des problématiques environnementales. Ainsi, ce soir, l'antenne UN Environnement a le plaisir de vous proposer cette conférence que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous présenter malgré les circonstances difficiles. Dans cette optique, nous avons le plaisir de vous proposer d'autres événements très prochainement, comme une conférence sur la thématique du véganisme le mercredi 16 décembre ou encore une conférence sur l'agriculture urbaine dans les pays du Sud la dernière semaine de janvier. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps et je laisse la parole à Philippine qui va vous présenter les intervenants que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et sur Zoom et sur le live Facebook pour cette conférence autour du zéro déchet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement comment va se dérouler la conférence et je céderai la parole à nos intervenants. La conférence de ce soir, elle a pour objectif d'apporter des éléments de réponse aux questionnements relatifs à la notion du zéro déchet. On va parler à la fois de ses avantages et de ses limites. La question qu'on se pose, c'est la pratique du zéro déchet peut-elle être une perspective d'avenir viable? Pour cela, on va essayer de comprendre ce qu'est déjà un déchet et ce qu'on appelle communément le déchet, l'impact de sa production et de sa surproduction sur notre planète. On va aborder la question du recyclage et tout ça pour réfléchir sur l'intérêt que représente l'adoption d'une démarche zéro déchet ainsi que ses limites. Je vais vous présenter nos 3 intervenants de ce soir qu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir. Tout d'abord, il y a Madame Juliette Franquet. Vous êtes la directrice
de l'association Zero Waste France, une association qui défend la démarche du zéro déchet et qui va de pair avec le zéro gaspillage en France et dans le monde. Je vais vous laisser nous parler de ce qu'est le déchet, des enjeux qu'il représente et du positionnement et de l'objectif d'une organisation telle que Zero Waste. Ensuite, je présente Monsieur Jean Debire. Vous êtes maître de conférence et habilité à diriger des recherches à l'université Paris-Saclay ainsi qu'à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vos sujets d'études sont l'économie du recyclage et ses externalités environnementales, la fiscalité environnementale, ainsi que la question des emplois favorables à la biodiversité. Je vais vous laisser nous dire un peu, faire un point sur ce que nous dit la littérature ou ce que nous dit pas, d'ailleurs, la littérature économique sur la question du déchet et du zéro déchet et ses externalités à la fois économiques et environnementales. Ensuite, je vous présente Monsieur Valère Coréard. Vous êtes auteur et journaliste, fondateur du média L'Info Durable. Vos sujets de prédilection sont le développement durable et la transition écologique. Et je vais vous laisser ce soir vous placer et selon vous dire un peu dans la peau de l'avocat du diable. Vous allez aussi nous parler de la notion de durabilité et ce que c'est que la hiérarchie d'action dans l'urgence climatique. Cette conférence, elle a pour objectif et pour but d'apporter des éléments de réflexion autour de la notion du zéro déchet, mais aussi de créer et de susciter un débat. Il y aura à la fin de l'intervention de nos invités une séance de questions-réponses. Je vous encourage et on vous encourage vivement à noter des petites questions qui vous viendraient durant cette conférence et de les mettre, de les poser dans l'espace commentaire, à la fois sur Facebook et sur Zoom. Et on se chargera de les relayer à nos intervenants. Je vous laisse la parole, Juliette, et bonne conférence à tous. Merci, bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de cette conférence et je suis ravie de pouvoir venir témoigner ou représenter donc l'association Zero Waste France. Il m'incombe la lourde tâche de définir le déchet et comme on en a discuté pendant la préparation de cette conférence, c'est un sujet de thèse en soi, donc je vais essayer d'être synthétique et de susciter plein de questions de votre part parce qu'effectivement le but c'est pas qu'on fasse des monologues mais qu'on puisse aussi répondre à vos interrogations parce que c'est un sujet qui me semble être très important, mais qui aussi est très discuté avec multiples enjeux et on a parlé là de la définition du déchet, de la place du recyclage, de la viabilité. Donc il y a beaucoup de choses. Donc je vais essayer de faire une petite introduction, mais n'hésitez vraiment pas à poser des questions pour qu'on puisse échanger par la suite. Alors, pour commencer sur la définition du déchet, nous, notre association, elle s'appelle Zero Waste France et on tient à la définition anglaise de waste qui veut dire à la fois déchet et gaspillage. Donc, nous, on veut considérer le déchet non pas comme quelque chose en bout de chaîne, mais essayer de réfléchir en fait aux ressources qu'on utilise, aux ressources naturelles, c'est-à-dire des matières premières, mais aussi de l'énergie, de l'eau, c'est de l'occupation d'espace sur notre terre, c'est de l'extraction de minéraux, c'est un impact environnemental et c'est pas seulement l'impact des déchets en bout de chaîne une fois qu'on a produit, transporté, consommé. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Est-ce qu'on les brûle? Est-ce qu'on les enfouit? Est-ce qu'on les recycle? Mais c'est plus vraiment réfléchir en amont la question du déchet. On parle notamment d'éco-conception des produits, d'allonger la durée de vie des produits. Nous, on parle aussi même de questionner l'acte d'achat. Dans ce cadre-là, on a lancé un défi qui s'appelle le défi Rien de Neuf, qui incite tous les consommateurs à se poser la question avant même d'acheter, déjà sur la notion de besoin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et si on estime que c'est quelque chose qu'on souhaite, voir si au lieu d'acheter quelque chose de neuf,
et donc d'utiliser des ressources naturelles pour produire et tout ce que j'expliquais juste avant, est-ce qu'on ne peut pas plutôt réparer? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt utiliser un autre produit qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas louer? Est-ce qu'on ne peut pas… Donc, un peu des alternatives de substitution à une consommation qui est un peu systématique et où on a beaucoup d'appels à la consommation partout dans notre quotidien et on oublie. Donc, j'ai sorti quelques petits chiffres pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Alors, je regarde ma petite note en dessous. Mais par exemple, pour un smartphone qui pèse que quelques centaines de grammes, c'est 183 kilos de matières premières qui ont été nécessaires. Donc, ça permet de se rendre un petit peu de compte à soi, à son échelle, quel impact on a sur, non pas les déchets, mais les ressources qui sont utilisées pour la production de produits. Par exemple, quand on décide de réparer une machine à laver au lieu d'en acheter une nouvelle, on évite l'utilisation de 2,1 tonnes de matières premières. Donc, c'est pour donner un peu des ordres de grandeur. On ne s'en rend pas compte parce que dans notre quotidien, c'est des petites choses, c'est des choses qui paraissent plus faciles d'accès, qui paraissent sexy parce que ça a bien été marketé, etc. Mais au final, ça a un impact sur l'environnement, sur la production dans son ensemble. Pour avoir aussi quelques chiffres un peu plus macro, nous, donc on parle de beaucoup de choses. En fait, quand on parle des déchets, on parle de tous les secteurs d'activité économique. On parle notamment beaucoup de plastique. Et pour revenir un petit peu en arrière, en 1950, on produisait 1 tonne de plastique par an. Et en 2018, c'est, pardon, 1 tonne, 1 million de tonnes. J'ai raté le petit mot sur ma petite fiche, c'est quand même beaucoup plus. En 2018, c'est 360 millions de tonnes. Donc, en fait, on a multiplié par 360 la quantité, enfin le poids du plastique qui est créé. Et le plastique, c'est un très bon exemple parce qu'en termes d'impact environnemental, c'est très lourd. Donc, par exemple, un autre exemple dans un secteur dont on parle souvent, c'est dans le textile. La consommation mondiale de textiles, elle a été plus que multipliée par 2 en 15 ans. Ça, c'est un chiffre qui date de 2014. Donc, c'est pour ces chiffres que je me suis permis de choisir, c'est pour un peu illustrer que le déchet, en fait, ce n'est pas seulement ce que soit on met dans la poubelle, mais c'est à l'échelle individuelle les achats qu'on fait et du coup, à la fin, ça devient tout le temps un déchet. Une petite partie, enfin tout le temps, j'exagère, quand on achète des aliments et qu'on fait des chips grâce aux épluchures de pommes de terre, on peut ne pas avoir du tout de déchets, mais il y a souvent quand même des déchets et du coup, nous, notre définition du déchet dans l'association Zero Waste France, c'est vraiment de voir en amont, de repenser en fait la société dans laquelle on vit, on travaille et le rôle de chacun. Donc après cette petite introduction, et j'aimerais aussi ajouter que pour nous, ce qui est important, c'est que la vision du zéro déchet, c'est un modèle de société en prenant en compte les impacts environnementaux, mais aussi à mettre en corrélation avec les enjeux économiques et sociaux. Ce n'est pas un sujet à part, en fait. Pour nous, c'est un sujet transversal et ça doit être un prisme qu'on a individuellement en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que travailleur, parce que toutes les actions qu'on fait ont un impact. Ceci étant dit, nous, notre vision, ce n'est pas de culpabiliser les individus. Nous, on essaye d'accompagner les individus pour leur montrer qu'aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent et qui permettent de réduire les déchets. Cependant, on vit dans un système où parfois, ça peut être on peut considérer que c'est plus facile en 3 clics d'acheter quelque chose de nouveau. Et il y a un problème d'accès à toutes ces solutions. Il y a un problème de développement de toutes ces solutions. Donc, les enjeux pour nous du développement du zéro déchet, c'est à la fois informer les citoyens, mais c'est aussi comment essayer de transformer le système dans lequel on travaille, on vit, on consomme. Et cela à plusieurs niveaux. Il y a un niveau vraiment local, dans sa ville, dans son village, dans sa campagne. Il y a un niveau national. Et il y a même un niveau européen et international. Et nous, on travaille
donc avec d'autres associations environnementales. On est dans des coalitions au niveau européen, international. Et dans le mouvement Zero Waste, on a 100 groupes locaux. Donc, c'est des associations de citoyens qui se sont formés et qui portent aussi la bonne parole du zéro déchet sur leur territoire. Donc, il y a plusieurs niveaux en termes géographiques, si vous voulez, qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Et il y a aussi les acteurs du zéro déchet. Donc, comme je l'ai dit, il y a les citoyens, mais nous, on considère aussi qu'il y a une responsabilité importante des acteurs économiques, politiques, de tous les acteurs de la société. Alors, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que quand on monte du doigt une structure, qui est-ce qu'il y a derrière cette structure? C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est de la faute des politiques, on peut dire que c'est de la faute des entreprises, mais en fait, c'est qui les entreprises? C'est qui les politiques? En fait, les politiques, c'est des personnes qui sont élues et qui sont censées représenter les intérêts individuels qui, collectivement, forment un projet de société. Donc, nous, on fait beaucoup de travail de mobilisation citoyenne pour en fait expliquer aux citoyens qu'ils sont eux aussi légitimes dans leur vote, mais même après le vote, ils peuvent aller interpeller leurs députés, leurs sénateurs, leurs maires pour soit les titiller sur les engagements de campagne, soit leur proposer, soit les inciter à ouvrir une ressourcerie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Nous, au niveau de l'association, on donne des outils à ces groupes locaux et aux citoyens d'une manière générale, parce qu'il y a certains sujets qui peuvent paraître complexes. Et je vais prendre un exemple en particulier, c'est la consigne, où en fait, il y a une nouvelle loi qui est passée qui maintenant oblige les commerçants à accepter les contenants. Donc, c'est-à-dire que quand on va chez son fromager, on peut arriver avec un Tupperware en verre et demander à ne pas mettre d'emballage. Ça paraît minime, mais si tout le monde le fait, c'est des tonnes et tonnes d'emballages qui sont évités. Et donc, nous, on accompagne vraiment les citoyens pour leur donner des argumentaires, pour aller voir leurs commerçants et leur dire il y a une obligation légale, ne vous inquiétez pas, on connaît le contexte sanitaire, mais le plastique, ce n'est pas plus hygiéniste que d'autres matériaux. Ça peut aussi vous faire des gains économiques parce que du coup, vous n'avez plus à acheter d'emballage. Donc, on travaille ces argumentaires, on les diffuse et on essaye vraiment que chaque personne puisse être intégrée à ce mouvement zéro déchet. Une des autres actions qu'on porte beaucoup, du coup, c'est parce que, comme je l'ai dit, les acteurs économiques et politiques ont aussi un rôle important à jouer. Donc, nous, en tant qu'association nationale, on travaille à l'élaboration des lois, pardon. Donc, il y a eu une grande loi qui s'appelle la loi AGEC, qui parle de gaspillage et d'économie circulaire. Et donc, nous, on est invités dans des commissions parlementaires par les gouvernements qui fabriquent ces lois. Parce qu'en fait, quand on définit, par exemple, le bioplastique, on en parle souvent, qu'est-ce qu'on définit comme bioplastique? Ou alors, quand on parle de produits éco-sourcés, qu'est-ce que ça veut dire vraiment éco-sourcé? Et est-ce qu'on a intérêt à mettre une virgule ici ou là qui fera que ce genre de produit sera légalisé ou pas, ou incité ou pas? Donc, nous, notre travail en tant qu'association, c'est vraiment de participer au processus législatif de construction des lois et d'interpeller un peu sur les engagements au niveau français, européen, de porter cette voix citoyenne grâce à nos adhérents et à nos groupes locaux pour montrer qu'il y a un intérêt de la part des individus et qu'on veut avoir des objectifs qui soient à la fois ambitieux et en même temps réalisables. Parfois, il y a un peu des injonctions passer au zéro plastique d'ici 5 ans. Moi, je rêve, mais je ne sais pas encore aujourd'hui comment on peut y arriver. Donc, il faut aussi... Il y a beaucoup de débats sur l'écologie pragmatique et l'écologie idéaliste. Nous, on n'a pas envie de rentrer dans ce débat-là. On veut avoir une vision idéaliste avec le moins de déchets possible et on veut aussi travailler avec l'existant et faire avancer dans le bon sens. Et avec ce que nous, on appelle les vraies solutions, les bonnes solutions, parce que parfois, et là, je vais faire un petit point sur le recyclage, où on parle beaucoup de recyclage aujourd'hui. Et nous, notre position, c'est de dire, avant de parler de recyclage, il y a une règle qui s'appelle la règle des 3 R. Il faut d'abord réduire, ensuite réemployer et enfin recycler. Et à force de parler seulement de recyclage,
on ne réfléchit plus à ce qu'on jette parce qu'on se dit que ça va être recyclé. Mais en fait, le recyclage nécessite aussi d'utiliser des ressources et le meilleur des déchets est celui qui n'existe pas. Donc, notre rôle, c'est vraiment de rappeler que la vraie priorité, la plus importante et la plus haute dans la hiérarchie des actions pour moins d'impact environnemental, c'est de réduire les déchets. Donc, ça veut dire, encore une fois, quand on est citoyen, essayer d'acheter en vrac, essayer d'utiliser la consigne pour réduire les emballages, ça veut dire faire des lois qui obligent les entreprises à utiliser moins de matériaux polluants, à faire des produits qui durent plus longtemps. Donc, c'est vraiment très, très large. Et après, on a deux autres types d'actions. Il y en a une, c'est qu'on interpelle aussi les entreprises qui ne respectent pas les lois, parce que c'est bien de faire des lois, mais après, il faut qu'elles soient appliquées. Il y a encore beaucoup de lois environnementales qui ne sont pas appliquées par des acteurs, et je dis acteurs économiques, mais il y a aussi d'autres acteurs, tous les acteurs publics, parapublics, etc. L'exemple, il y a beaucoup d'exemples sur ce sujet, mais bon, j'attends vos questions et je fais juste des petits teasers, et comme ça, parce que là, je réalise que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser quand même les autres intervenants parler, mais on est allé jusqu'à poursuivre en justice certains acteurs qui ne respectaient pas les lois de tri des déchets, notamment des fast-foods. Donc là, on a porté plainte. On a aussi porté plainte contre des supermarchés qui ne respectaient pas le stop pub. Donc, en fait, ça, c'est un droit qu'on a chacun de mettre sur sa boîte aux lettres, un autocollant stop pub. Et les personnes n'ont pas le droit, enfin, les promoteurs, c'est souvent de la publicité immobilière ou alimentaire. Et là, on a réussi à trouver un argumentaire légal en disant ils n'ont pas le droit de mettre de la publicité. Et du coup, on a pu prouver que certains acteurs continuaient à mettre de la publicité alors que la personne avait mis son autocollant. Et donc là, on a poursuivi une action en justice. Donc voilà un peu nos types d'actions. On essaye vraiment de construire en fait cette vision de la société qu'on a, tout en ayant un peu les deux casquettes de à la fois accompagner. Et je n'ai pas beaucoup parlé des collectivités locales, mais il y a beaucoup d'enjeux, des collectivités locales qui veulent mettre des choses en place. Il faut rappeler, et ça sera du coup mon dernier chiffre, que la gestion des déchets, c'est 20 milliards d'euros dépensés par an, dont 14 qui pèsent sur les collectivités. Donc, nous, on forme les collectivités. Là, cette semaine, on vient de faire 2 séances de formation pour un peu lever les freins, c'est-à-dire prouver que avoir une démarche zéro déchet, ça peut être rentable à moyen terme parce que on investit moins des milliards d'euros dans la modernisation de centres de tri, mais on développe un réseau de consignes. Enfin, c'est un exemple parmi un autre. Donc, on essaye d'avoir vraiment cette double casquette d'accompagner les citoyens, les élus des collectivités, les entrepreneurs aussi, et cette autre casquette d'interpeller, d'être plus lanceur d'alerte, de dénoncer les pratiques qui sont illégales. Il y a beaucoup de pratiques aussi de greenwashing. Et donc, grâce à ces deux leviers, on peut trouver un équilibre pour pouvoir apporter ce qui pour nous est le plus important. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais pour nous, on parle trop de recyclage et pas assez de zéro déchet, c'est-à-dire réduction à la source des déchets. Voilà, je m'arrête là. Je crois que j'ai dépassé mes 5 ou 10 minutes. Je laisse la parole et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Juliette Franquet, pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de Jean Debert. Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui, super. Merci pour votre intervention, Juliette, et merci aux organisateurs, organisatrices de cette conférence. C'est conférence débat et c'est difficile de parler après vous, Juliette, parce que là, vous me donnez le mauvais rôle, en fait, hein, le rôle du pragmatique de court terme, en tout cas. Et bon, écoutez, moi, je précise quand même, au titre institutionnel, Philippine, je suis en poste à l'université d'Évry, Paris-Saclay. Je ne suis pas en poste à Paris 1, je n'interviens que ponctuellement à Paris 1. Je dis ça je suis très à cheval sur le côté institutionnel. Non, c'est vrai que
le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ça, je l'entends à toutes les conférences sur les déchets depuis des décennies, et c'est très bien de le rappeler. Je crois qu'on devrait commencer toutes les conférences sur les déchets par cette phrase qui devrait être inscrite sur le parvis de toutes les mairies, à côté de liberté, égalité, fraternité. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Je pense que c'est un vecteur de... En fait, c'est une sorte de nouvelle frontière, parce qu'on parle de crise des idéologies, on parle comment dirais-je, du manque de repères, mais là, au moins, on a des caps. Hein. C'est assurer une transition écologique. Il nous reste à peu près 10-15 ans pour faire les choses sérieusement. Donc, je pense que c'est un vecteur, en effet, qu'il faut inscrire dans tous les esprits, en tout cas. Mais force est de constater que, quand même, empiriquement, quand on regarde les statistiques d'évolution de la production de déchets, elle est quand même très corrélée à la consommation, aux dépenses de consommation, avec un agrégat macroéconomique qui sont les dépenses de consommation, d'accord. Et on peut corréler aussi, bien sûr, au produit intérieur brut, voilà, à l'évolution du PIB, et on peut même le corréler au PIB par habitant, voilà. Et on voit quand même que la tendance à la déconnexion, elle commence à s'amorcer un tout petit peu dans des pays de l'OCDE. On peut citer le cas de la France, mais je vois qu'entre 2007 et 2017, c'est une phase de 10 ans, il y a une déconnexion. Le total des déchets a diminué en France, le total des déchets de 6,5% en 10 ans. Ce n'est pas énorme. Les déchets ménagers assimilés, la décroissance a été de 2% sur 10 ans. Mais il faut quand même préciser que pour les déchets ménagers et assimilés, cette stabilisation, cette diminution des déchets ménagers assimilés est certainement liée à la stabilisation de la consommation, liée à la crise entre 2008 et 2013. Donc, vous voyez, il y a le fait de déconnecter, il est quand même assez faible pour l'instant. Il ne faut pas perdre l'espoir, mais en tout cas, il y a une certaine corrélation qui a du mal à se déconnecter. Voilà. Alors, au niveau économique, je ne veux pas faire un cours de microéconomie, mais comment dirais-je, tant qu'il n'y a pas une tarification du déchet qui est indexée au coût marginal social, d'accord. Le coût marginal social, c'est le coût marginal privé du traitement de déchets et le coût marginal externe qui est associé à la pollution liée au traitement de déchets. Là, je suis sur l'aval, d'accord. Mais il est évident qu'il y a tout le côté amont du déchet. Et là, eh ben, il faut une vraie tarification écologique sur la production, sur tout ce qui se passe en amont. Or, cette tarification en amont des pollutions, eh bien, disons qu'elle est très incomplète, déjà au niveau intérieur, au niveau intérieur de la France, au niveau intérieur de l'Europe, et a fortiori vis-à-vis des produits qui viendraient du reste du monde. Donc, il y a tout le problème de la tarification des déchets polluants que l'on va importer. Donc là, c'est un problème, évidemment, institutionnel et un problème politique, hein, au niveau de l'Union européenne. Mais déjà, on pourrait raisonner au niveau de la fiscalité en France, parce que la France, et comme tous les pays européens, au niveau individuel, ont comment dirais-je, un droit régalien sur leur fiscalité. Donc la fiscalité écologique, ne rêvons pas. Pour l'instant, il n'y aura pas de fiscalité écologique au niveau de l'Union européenne, sauf peut-être un tarif extérieur commun qui verra peut-être le jour sur l'importation de produits trop carbonés. Donc ça, c'est un projet dans le prochain budget de l'Union européenne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas une vraie tarification qui intègre le coût privé, mais aussi le coût externe, eh bien, on va avoir de sacrés problèmes. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ces questions de tarification, mais grosso modo, le producteur paye le déchet, le consommateur en paye une autre partie. Pour tout ce qui est l'amont, en France, on applique des principes de responsabilité élargie du producteur, d'accord. Donc, les producteurs adhèrent à un éco-organisme auquel ils reversent une éco-redevance. Voilà. Et cette éco-redevance, son produit est reversé, par exemple, aux collectivités territoriales qui vont payer un surcoût de la collecte du déchet qu'ils ont trié. Bon. Et en aval, il y a la tarification à la charge du contribuable, d'accord,
qui va payer sur la partie non triée du déchet. Et là, on est sur la tarification aval. Alors, deux choses. Sur la tarification amont, déjà, il faudrait voir, on en verra dans le débat, mais moi, il y a une question sur les modalités de l'agrément. Comment se fixe cet agrément? Comment des personnes de droit privé, que sont des entreprises ou leurs regroupements, ont vocation à négocier directement à l'État pour prélever un prélèvement obligatoire, quelque part, sur des produits. Donc ça, c'est un principe de droit. Après, on peut en parler, je ne suis pas juriste, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est donc la modalité de l'agrément. Et ensuite, je ne peux que m'étonner de la faiblesse de certaines éco-contributions sur des produits très polluants. Vous parliez à l'instant, Juliette, du smartphone, d'accord, qui mobilise, pour un smartphone de 150 grammes, on mobilise, vous disiez, 140 ou 150 tonnes de matière. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que 90, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants l'autre jour. 140, 150. Il me semble que l'éco-contribution ne dépasse pas 2, 3, 4 centimes par smartphone. D'accord? Donc, la contribution à la récupération, au démantèlement de ce téléphone, ben, ne coûterait que 2 à 4 centimes. J'ai peine à le croire. Vraiment, j'ai peine à le croire. Ensuite, au niveau des éco-contributions, je vais vous donner un autre chiffre. Si on prend, alors c'est des chiffres de 2014 de la statistique de la Commission européenne, parce qu'il faut toujours citer ces sources. Une tonne de batterie, eh bien, la contribution versée en France pour une tonne de batterie est de 240 euros en France en 2014 et elle est de 5 400 euros pour une tonne de batterie en Belgique. Donc, la contribution pour une quantité de batterie égale, elle varie de 1 à 22 entre deux pays qui sont limitrophes. J'ai peine à croire que l'impact environnemental, du coût écologique d'une batterie sur l'environnement, donc, soit tellement différente entre la Belgique et la France. Donc, il y a un problème, si vous voulez, de calcul de cette éco-contribution. Donc, l'économiste dit il faut que le prix du déchet soit tarifé à son coût marginal social, d'accord? Mais comment expliquer qu'il y ait un écart de 1 à 22? Ça veut dire que cette tarification n'est pas optimale. Donc, en tant qu'économiste, la théorie, elle peut tout vous résoudre, enfin, tout résoudre au plan du calcul. Ça, il y a des modèles magnifiques, qui sont justes, ça tourne. Après, le politique applique ou n'applique pas. Et ça, c'est un problème du politique. Et comme vous le disiez à juste titre, Juliette, c'est le problème aussi de l'électeur, et de la démocratie participative et électorale aussi pour convaincre le politique, parce que là, on n'applique pas les préceptes de l'économie. Voilà. Quant à la fiscalité aval, notamment sur le traitement, je parle du coût externe. Donc, il y a un coût à la tonne en incinération qui tourne à peu près à 120, 130 euros la tonne en moyenne. On lui applique une taxe à peu près de 14-15 euros à condition que cette incinération génère de l'énergie. Et pour la mise en décharge, on doit tourner autour de 25 euros la tonne, 30 euros la tonne à peu près, sachant qu'au Danemark, ça fait déjà 5-6 ans qu'on est à plus de 45 euros la tonne. Comment expliquer que l'impact environnemental soit beaucoup plus élevé à la tonne mise en décharge au Danemark qu'en France? J'ai aussi peine à le croire. Donc là aussi, il y a une volonté politique sur la tarification aval. Donc, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si vous voulez, j'ai le sentiment qu'il y a trop d'écart dans l'application des règlements européens. Je vous donne juste un exemple sur la récupération de collecte d'huile usagée. En Belgique, on récupère 61% des huiles usagées, et dans le même espace européen, en Bulgarie, on en récupère 3%. Donc, comment se fait-il que des textes européens qui sont communs soient si peu générateurs d'uniformité dans la politique environnementale au niveau local? Je sais qu'il y a le biais de la fiscalité qui, elle, est différente d'un pays européen à l'autre. Donc, finalement, en matière de déchets, moi, je pense que le problème, ce n'est pas l'Europe. Le problème, c'est le manque d'Europe. Voilà. Bon, c'est un choix. Je parle de politique, là, je ne parle plus d'économie. Mais si on veut vraiment appliquer
une tarification optimale, elle ne peut être optimale qu'à partir du moment où elle est appliquée d'une manière uniforme sur l'espace politique et culturel qu'est l'Union européenne. Voilà, c'est à peu près ce que je veux dire. Donc, tarification au coût marginal social, ça c'est, et le principe du pollueur-payeur. Voilà. Donc, ce sont les deux bases de toute modélisation en économie des déchets. Et voilà. Je vous remercie. Je n'ai pas été trop long, Philippine. Merci beaucoup, Monsieur Debert. Merci. Nous allons passer à notre dernier intervenant, Valère Coréard. Oui, bonsoir. Merci, je m'associe à mes deux prédécesseurs. Je vous remercie, bravo, vous vous êtes engagés, vous avez organisé ça et on est vraiment… moi, je suis toujours bluffé de la mobilisation que peuvent avoir les uns et les autres pour essayer de transmettre et de défendre des positions ou tout simplement de partager. Alors voilà, effectivement, moi je suis auteur, producteur et journaliste. En 2 mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écris des livres. J'en ai pour le moment écrit 2, dont un dans lequel je consacre une partie effectivement à cette tendance zéro déchet. D'ailleurs, l'experte qui m'avait accompagné sur ce chapitre est une certaine Flore Berlingen, voilà, qui donc a précédé à Juliette Franquet à la direction de Zero Waste. Et donc, ce livre que j'avais sorti en 2018, j'avais consacré un chapitre au zéro déchet, mais je parle assez souvent du zéro déchet en fait dans mon activité professionnelle. Je suis producteur. Donc, producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je produis des émissions moi-même, par exemple sur France Inter, ou alors je pense des projets d'émissions, et puis je produis un média. Je suis à la tête d'un média qui s'appelle donc ID, qui lui-même édite 3 médias différents. Un qui s'appelle Investir durable sur la finance, un qui s'appelle L'Info durable, qui est sur le web, et un qui s'appelle Idées pratiques. Ce sont des petits guides trimestriels dans lesquels on parle beaucoup de zéro déchet. D'ailleurs, on prévoit un numéro pour le mois de mars prochain dédié à cette thématique spécifiquement. Et puis, je suis journaliste pour des médias, donc France Inter, BFM Business et autres. Alors, moi, c'est vrai que j'ai souvent traité de cette tendance du zéro déchet que j'ai découvert courant des années 2010 et que j'ai trouvé vraiment intéressante, saisissante dans son approche parce que je trouvais qu'elle portait en elle les gènes un peu d'une forme de révolution. Et il y a eu, je trouve, un vrai souffle, un vrai phénomène autour du zéro déchet. Et j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre depuis la fin de l'année 2019, le début de l'année 2020. C'est un sentiment totalement intuitif. Mais d'un point de vue du souffle et de la dynamique de la tendance, j'ai l'impression que il y a un plafond de verre. C'est-à-dire que tous les gros médias, y compris grand public, il y a eu des très gros rendez-vous autour du zéro déchet, dans des contextes éditoriaux de dénonciation, de solution, de pédagogie. Et j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour, ce qui ne veut pas dire que le sujet il est d'un point de vue éditorial cramé, mais ce qui veut dire que, comme beaucoup d'ailleurs d'autres sujets de la transition écologique, il va falloir un renouvellement des formats éditoriaux et il va falloir innover de ce point de vue-là. Le problème, c'est que les gens ne s'abonnent pas, ne payent pas pour le contenu, donc il n'y a plus de sous, donc il n'y a plus d'innovation. Ça, c'est un problème économique qui est lié à la vie des médias. On veut des médias de qualité, mais on ne veut plus payer pour de l'information. Donc, on a un petit problème, nous, de modèle économique. Voilà. Mais voilà, je pense que pour qu'il y ait peut-être une deuxième phase dans l'information, la pédagogie autour du déchet, il va falloir effectivement qu'il y ait une évolution d'un point de vue éditorial et notamment des formats. En fait, c'est assez puissant comme récit, le zéro déchet. Et je me demande même si ce n'est pas trop puissant. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est fondée sur le déchet. Notre modèle actuel, notamment en France, mais plus généralement en Occident et quand même majoritairement à l'échelle mondiale, est un modèle économique fondé sur la croissance. Une croissance qui veut donc dire qu'il faut en permanence faire davantage que la veille, notamment pour rembourser des dettes. Bon, moi, je ne suis pas économiste, mais grosso modo, et pour créer des emplois, parce qu'en fait, le modèle actuel ne permet pas que tout le monde ait du travail et que ça aille bien et qu'on soit dans un plein bonheur. Et donc, si on veut que notamment les gens consomment notamment des produits, il faut qu'ils ne durent pas trop longtemps et qu'on en achète d'autres. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, on est aujourd'hui
ancré dans une culture de la surconsommation qui implique que le déchet fait partie du modèle. Et quand on parle de ce puissant récit de tendre vers une société où on produit moins de déchets, et je parle notamment à l'échelle individuelle et citoyenne, ben, en fait, on fait un burn-out sur place, quoi. C'est-à-dire que le lambda, je ne parle pas des gens, là, on peut se tenir chaud, on fait tous nos petits trucs, on a fait nos pas, on a fait nos colibris, on est peut-être arrivé à un niveau satisfaisant. Mais le lambda, quand vous lui parlez et que vous lui dites, bah voilà, on peut, il s'effondre. Il se dit, mais attends, de quoi tu me parles? Ça veut dire quoi? Plus de plastique, plus de ça. Mais moi, j'ai l'habitude, j'achète, c'est pas cher, tata, je jette. De toute façon, ça disparaît le matin, il n'y a pas de souci de déchets. Et puis si d'un coup, je dois arrêter de produire des déchets, mais tout s'écroule. Donc, moi, je m'interroge sur la puissance de ce récit, voire la surpuissance et la manière dont, mais ça, c'est plus mon job, c'est celui de Juliette, c'est celui de, voilà, hein, des militantes, des militants, de ceux qui s'activent autour de cela. Comment imaginer un récit qui permette d'embarquer maintenant un deuxième cercle, un troisième cercle et de tendre vers le grand public? Parce que si le grand public se saisit de ça, il a les pouvoirs de renverser la table, on le sait. En gros, le fait majoritaire, c'est le marché, l'électorat. Et c'est là qu'on peut renverser la table. D'accord? Pour le moment, je pense qu'on en est mais aux antipodes. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il va falloir innover. Vous voyez, décidément, il y a un problème, de mon point de vue, il y a un enjeu d'innovation. Alors, si je continue très rapidement sur mon propos, moi, j'ai commencé à étudier deux pistes qui marchent assez bien. D'abord, c'est reprendre le contrôle, c'est-à-dire ce discours de dire on est dans une démarche d'autonomisation et d'empowerment en tant que consommateur et on est complètement acculé et sous une injonction de surconsommation et donc de frustration et de fuite en avant et on peut reprendre le contrôle notamment à travers ce prisme du zéro déchet. Là, il y a un truc intéressant, j'ai remarqué. Hein. Donc moi, je parle de l'audience, hein, de la façon d'écrire des papiers ou de monter des sujets. Je suis dans le domaine de l'éditorial. Hein. Et il y a un deuxième truc, c'est son rapport à la consommation. Est-ce que c'est je pense donc je suis ou j'ai donc je suis? Lorsqu'on est dans une surconsommation permanente, on a finalement perdu la philosophie de départ de l'idée d'une société, de mon point de vue, moderne. Une société moderne, me semble, dans les idéaux de départ, c'était on travaillera moins, on sera plus heureux, on aura du temps libre, on le partagera ensemble. Grosso merdo. Hein. Or là, on est dans une fuite en avant où on doit bosser comme des dingues pour acheter en permanence. On ne sait même plus très bien pourquoi, mais il faut avoir pour être. Or, si on changeait notre rapport à l'acte d'achat, ça pourrait être un bouleversement majeur qui tendrait notamment vers le zéro déchet. Et ça peut passer par une consommation dite responsable, durable. Ce n'est pas fait que pour les bobos parisiens, ça c'est aussi, de mon point de vue, une erreur. Mais il faut qu'une offre réponde à une nouvelle demande. Il y a un enjeu de matching là-dedans. Mais effectivement, si demain, quand je m'achète, je sais pas moi, un pantalon et que ce pantalon, il a une histoire, il a été fabriqué, je sais où, je sais par qui, j'ai même eu peut-être un échange avec le vendeur derrière le site internet ou même, pourquoi pas, celui qui va l'assembler. Je sais qu'il y a toute une démarche sociale, sociétale, environnementale derrière. Et bien, ce pantalon, je ne vais pas le jeter comme je vais jeter un autre pantalon. Et le marketing est un autre marketing, mais peut complètement changer mon paradigme. Et ça peut peut-être changer le monde, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc de mon point de vue dans la relation à l'acte d'achat qui pourrait évoluer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, mais vraiment une dernière chose peut-être, c'est que je pense que quand on aborde comme ça frontalement tous ces chiffres et toute cette puissance du récit du zéro déchet, c'est l'Everest, quoi. Et que vraiment pour les gens, et je parle du grand public, eh bien, on l'a encore vu sur la dernière séquence des 8 derniers mois, on nous en demande beaucoup. On nous en demande beaucoup, on nous en enlève aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on a la pression, on a moins de liberté, on est quand même vraiment dans une société qui est extrêmement exigeante pour le citoyen. Et il faut trouver des manières de donner envie et qu'il y ait de l'enthousiasme, quoi. Et il ne faut pas une écologie du renoncement, je pense, pour que ça marche. Voilà, c'est tout. Je vous remercie à tous les trois d'être intervenus. Nous allons passer à la phase de questions.
Donc, juste un petit rappel, si vous voulez poser une question directement sur le Zoom, vous pouvez dire sur la conversation « j'ai une question » et je vous interrogerai pour que vous puissiez la poser. Pardon. Si vous voulez poser une question par écrit, vous pouvez me la poser directement à moi-même, en privé, Charlotte Suzmanski. Et nous allons alterner à la fois questions sur le live Facebook et questions sur le Zoom. Donc, une première question de Adèle Léon sur le live. En parlant de consignes, pourquoi n'adopte-t-on pas à nouveau le système de consigne du verre, par exemple comme en Allemagne ou en Suède? La logique est-elle insurmontable? Juliette, vous pouvez peut-être intervenir en première. Oui. Pourquoi? C'est une bonne question. La consigne, c'est un sujet qui est un peu compliqué, qui crée beaucoup de débats. Et d'ailleurs, dans la dernière loi, on a mis de côté le sujet de la consigne et on s'est donné 2 ans pour y réfléchir. Donc, c'est à la fois frustrant parce qu'on connaît l'urgence des enjeux et à la fois, effectivement, on parle de viabilité, on parle de système économique, on parle de courage politique. Donc, pourquoi on ne la remet pas en place? La réponse facile, ce serait parce qu'on n'a pas de courage politique ou on n'est pas prêt à faire les investissements nécessaires pour le faire. J'ai précisé, c'est la réponse facile. Il y a des enjeux sur le retour de la consigne. Nous, on participe, alors ce n'est pas moi personnellement, mais ma collègue a passé 4 heures hier avec l'ADEME et différents acteurs représentants pour réfléchir du coup à toutes ces notions. Il y a un impact environnemental qui est calculé en fonction notamment de l'ancrage territorial. Nous, ce qu'on défend aussi, c'est que le but, ce n'est pas de créer un système de consigne où on envoie des bouteilles sales se faire laver à 800 km et transporter dans des camions pour revenir. Donc, pourquoi la question, c'est plutôt pourquoi ça a été abandonné. Plutôt parce qu'à un moment, il y a le plastique qui est arrivé, qui est une matière où il y a eu beaucoup d'investissements et du coup, c'est devenu moins cher de produire du plastique. Que du coup, c'est un autre système économique qui s'est mis en place. Nous, ce qu'on aime rappeler aussi, du coup, c'est à quelle échelle de temps on se base. C'est-à-dire qu'il y a des investissements aujourd'hui, privés comme publics, qui pourraient être plus lourds ou plus compliqués ou moins acceptés par la population, mais qui permettent de créer moins de déchets. En Allemagne, pourquoi c'est encore en place aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont jamais arrêté. Et pourtant, alors quand on parle de consigne, en plus, on peut parler de consigne pour réemploi ou consigne pour recyclage. C'est-à-dire qu'en Allemagne, quand vous allez acheter une bouteille en plastique de soda, vous la ramenez dans le magasin et ensuite, cette bouteille va être recyclée. Donc, alors que la consigne pour réemploi, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc, il y a aujourd'hui déjà plusieurs acteurs. Il y a un réseau des acteurs de la consigne qui sont organisés au niveau national et pour le moment au niveau Île-de-France, et ils se développeront bientôt dans différentes régions, où là, c'est surtout sur la consigne donc de réutilisation et pas de recyclage. J'ai botté un peu en touche parce que c'est une question qui est un peu compliquée, mais en tout cas, la réponse que je peux donner pour essayer aussi d'être optimiste sans que ça paraisse non plus l'Everest, comme le disait Valère, ça s'est arrêté aussi parce que quand on parle d'économie, est-ce que c'est l'offre ou est-ce que c'est la demande? C'est l'œuf et la poule. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu des choix d'investissement qui ont été faits par les industriels. Il y a eu aussi des choix d'investissement qui ont été faits par les collectivités et que du coup, on anticipe sur les demandes des consommateurs. On a aussi pensé que, par exemple, le verre, on pourrait croire que c'est plus lourd, que c'est plus compliqué, que ça se casse. Il y a eu beaucoup de marketing et de lobbying sur les avantages, notamment du plastique. Et est-ce que c'est de la faute des consommateurs? Est-ce que c'est la faute des collectivités? Est-ce que c'est la faute des industriels? Pour nous, alors Jean a aussi parlé de la responsabilité des producteurs, mais c'est un système dans son ensemble qui a fait qu'on a perdu certaines pratiques. Mais
pour donner un autre exemple, on parle de la consigne, mais là, on pourrait parler aussi quand on parle de textile, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de petits commerces de réparation? Pourquoi il n'y a plus les grands-mères qui nous recousaient nos pantalons ou nos chaussettes? Et avant, il y avait aussi des petits commerces de quartier qui permettaient de payer 3 € pour qu'on répare la chaussette plutôt que de racheter une chaussette. Donc, pourquoi? C'est parce que la société, elle a évolué comme ça. Et nous, on pense que ce n'est pas l'Everest et on essaye justement de mobiliser les gens sans trop les culpabiliser. Donc, je rebondis pas mal sur ce qu'a dit Valère avant, parce que c'est très pertinent. Mais justement, nous, notre vision, c'est de montrer qu'il y a des alternatives et de pousser des acteurs publics et privés à mettre en place de plus en plus d'alternatives pour donner plus accès à des solutions zéro déchet. Merci beaucoup. Monsieur Debert ou Monsieur Correa, vous voulez intervenir? Juste pour l'histoire de la consigne, alors pour réutilisation, il est évident que, comme le disait Juliette, quand vous avez des brasseurs qui sont au nord de la France, dans l'est de la France, et que vous consommez votre bouteille à 600 km, le coût économique, mais aussi le coût écologique d'un transport de verre à l'aller charger et au retour, ben, c'est pas optimal ça. Après, on peut casser le verre pour refaire du verre, mais alors dans ce cas-là, ce n'est plus, c'est un calcin, donc c'est pour refaire du verre, mais sous une autre forme. Et ce n'est plus de la consigne, alors, on est bien d'accord. Là, on parlait que de la consigne. Il est évident que, compte tenu qu'il y a une distance très forte entre le producteur conditionneur et le consommateur, eh bien, je pense qu'on a la réponse. Maintenant, on va rester optimiste. Il y a quand même des circuits, de consigne pour réutilisation qui existent ici ou là, hein, avec des bouteilles de cidre en Normandie ou des bouteilles de Bourgogne, ou des bouteilles de Beaujolais ou des bouteilles de Bordeaux sur des circuits relativement réduits parce qu'il y a une distance plus faible entre le consommateur d'une part et le producteur conditionneur d'autre part. Bon, je pense en effet, Juliette, que la réponse est là. Et puis il y a le problème du plastique qui est venu en effet modifier toute l'économie de la consigne telle qu'on la connaissait jusqu'aux années 50. Là, voilà, donc le chemin est lent et long. Merci beaucoup. Nous avons une question sur le Zoom de Lisa Salvia. Étant donné que la société est déjà fondée sur le déchet, on ne peut pas justement dans une phase de transition imaginer des nouvelles entreprises qui retravailleraient les déchets justement en les revalorisant par exemple? Je veux bien répondre, mais je ne suis pas obligée de répondre à chaque fois. Enfin, j'y vais. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui, ce n'est pas la majorité des produits proposés aujourd'hui. Il y a même parfois des entreprises qui communiquent sur la revalorisation alors que ce n'est pas si écolo que ça. Mais il y a quand même un mouvement et il faut rester optimiste, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des grands groupes parfois. Il y a des choses qui se développent pour valoriser. Après, encore une fois, nous, notre discours, c'est de dire avant même de valoriser, il faut réduire les déchets. Donc, on ne veut pas opposer les deux, mais en tout cas, les initiatives se développent. Je prends un exemple qui parle beaucoup en ce moment, l'exemple des masques. Nous, on essaye de communiquer beaucoup en ce moment pour expliquer que les masques réutilisables, la Haute Autorité de Santé, le ministère du Travail et plein d'institutions ont dit que les masques réutilisables en tissu n'étaient pas plus risqués et encouragent le grand public à les porter. On a eu des retours d'adhérents de notre association qui, dans le sein de leur entreprise, on leur refuse de pouvoir porter leur propre masque. Ils doivent utiliser des masques du coup en plastique. Aujourd'hui, il y a des startups qui se développent pour recycler ces masques en plastique. Nous, on essaye de rappeler que pour nous, il y a le principal pour le grand public, bien entendu. Je ne parle pas des acteurs de santé où il y a d'autres exigences. On doit rappeler que la priorité n'est pas à la valorisation des masques en plastique, mais à l'utilisation de masques réutilisables. Merci beaucoup. Monsieur Correa, vous voulez intervenir? Oui, je ne sais pas si ça va être très intéressant, mais en fait, je me disais en même temps, j'ai un peu cette obsession de me dire, encore une fois, qu'est-ce qui peut faire que ça matche, quoi?
Et j'ai fait un sujet sur les masques jetables. Enfin, j'ai fait 2 sujets. J'en ai fait un sur les masques tout court pour France Inter. Et donc, j'ai étudié effectivement en quoi étaient faits les masques jetables, donc en polypropylène. Donc, c'est des trucs à base de pétrole. Effectivement, en plus, c'est complexe, c'est difficile à recycler. Et puis, je les ai comparés aux masques grand public réutilisables dont parlait Juliette. C'est vrai que d'un point de vue sanitaire, il y a 5% de différence à peu près en réalité. Enfin, en termes de protection, c'est vraiment, on peut dire, c'est équivalent et c'est tout à fait satisfaisant. Après, c'est toujours le même truc, quoi. Alors, je prends l'exemple du boulot. Vous voyez, nous, chez ID, donc dans mon média, l'Info Durable, on est une dizaine de personnes à travailler ensemble. On a évidemment des systèmes de rotation, ne viennent que ceux qui sont obligés, etc. Mais j'ai mis en place un système de recyclage des masques jetables parce que le masque jetable, en fait, il est plus confortable sur la journée. Mais ce qui est logique, c'est vrai qu'il est un peu plus léger, il est un peu, à la fin, enfin bref, voilà, il est un peu plus léger à porter, il est un peu plus agréable, la respiration se fait un peu plus facilement et je travaille vraiment avec des gens qui sont très précautionneux de ces sujets. Tout ça pour dire que c'est un problème qui est hyper complexe parce que, encore une fois, c'est sur nous que ça pèse. Parce que Juliette le disait à très juste titre, les autorités ils disent qu'il faut le masque grand public réutilisable. Mais tous les ministres y passent avec le jetable. Tous, et ils font d'ailleurs, il y a même de la commande publique qui est sur du jetable. Donc c'est ça qui est insupportable en fait. Et encore une fois, on nous fait peser sur nous, citoyens, cette responsabilité de s'organiser. Je ne dis pas que c'est pas possible, hein. Je dis juste que c'est très important le travail qui est fait par Zero Waste de ce point de vue-là, c'est qu'il faut créer aussi de la contrainte dans les architectures. Et dans les architectures, il y a effectivement l'industrie, les grosses entreprises, les pouvoirs publics. S'il n'y a pas des contraintes et du rapport de force qui est installé avec eux, ça nous fait trop porter. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure par Everest. Voilà. Je voulais préciser parce que je ne dis pas que c'est impossible à franchir, je dis juste que ça ne peut pas être tout le temps nous, quoi. Il faut que ce soit nous, mais aussi les structures dites dominantes, je pense. Je suis entièrement d'accord. Et peut-être je peux rebondir parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait du coup je ne sais pas si la personne qui a posé la question, mais qui parlait plutôt d'objets inutilisés, en faire quelque chose. Et en fait, en tout cas, nous, chez Zero Waste, on essaie justement de valoriser les initiatives. Donc, il y a un site qui s'appelle le Défi Rien de Neuf qui donne des idées. On a mis en ligne une cartographie pour indiquer les lieux où on peut acheter en vrac, où on peut avoir accès à des ressourceries. Donc, pour rester optimiste, encore une fois, parce que si nous, on se bat pour essayer de changer le système, on y croit et on veut faire avancer les choses. Il y a des initiatives qui existent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont moins accessibles que d'autres choses qui sont moins bonnes pour l'environnement. Nous, on a des outils, donc on fait des publications, il y a cette cartographie, il y a le défi Rien de Neuf. On incite les collectivités à développer notamment des lieux pour du réemploi. Il y a plein de choses du quotidien, des ateliers vélo, des choses, des systèmes de dons, des boîtes à dons. Il y a plein de choses qui peuvent se faire et aussi qui répondent à des enjeux sociaux et de liens sociaux dans un voisinage. Après, il y a le fameux exemple au lieu d'acheter une perceuse, aller toquer à la porte de son voisin, voir s'il n'en a pas déjà une. Enfin, il y a aussi beaucoup de bon sens qui permet aussi d'éviter les déchets. Et après, pour rebondir sur ce que disait Valère, nous, du coup, on forme et on interpelle et on travaille pour que dans les lois aussi, je vais prendre l'exemple du plan de relance, nous, on aurait aimé qu'il y ait eu plus de soutien financier aux acteurs du réemploi, aux ressourceries. Il y a eu beaucoup de soutien financier pour des acteurs du recyclage et on ne dit pas que c'est mauvais le recyclage. Et c'est des acteurs qui font des gros investissements et on a besoin parfois dans certaines filières, par exemple dans les déchets organiques, de recycler. Mais il faut aussi un soutien public et il faut aussi des investissements
il faut que les municipalités mettent à disposition des lieux pour que ça devienne des ressourceries. Il faut que tous les acteurs privés et publics mettent en place des initiatives. Et du coup, nous, on donne tous ces exemples aux citoyens, on forme et on interpelle tous les acteurs un peu plus qui construisent cette société pour aussi valoriser les bonnes initiatives, dénoncer, etc. Je voulais juste, pardon, rebondir un instant, si vous le permettez. Pardon, allez-y, Jean Debert, allez-y. Bon, j'en ai pour une seconde, juste, c'est que l'exemple des ressourceries, il est excellent, parce que ça, pour le coup, quand on regarde la vie quotidienne de la plupart d'entre nous, lorsqu'on n'est pas trop bricoleur, moi c'est mon cas, je suis vraiment, c'est pas du tout mon truc, quoi. J'essaye, hein, mais c'est vraiment, je vous montre pas les étagères là de mon petit bureau, elles sont toutes de travers, enfin c'est pas du tout mon truc. Mais vous voyez, si j'avais une ressourcerie en bas de chez moi, si j'avais la possibilité de faire réparer, j'ai mon imprimante qui commence à faire un bruit vraiment bizarre, je suis assez inquiet pour son avenir. Je suis sûr que c'est pas grand-chose, une petite histoire de courroie, bon, vous voyez, j'ai l'impression, eh bien, ça, typiquement, une espèce de service public de la réparation, de quartier, de la proximité, c'est-à-dire finalement donc des lieux qu'on pourrait imaginer qu'on est tous à 5 km à la ronde, c'est créateur d'emplois, ça fait faire des économies, il y a du lien social, c'est du bon sens, ça permet aussi aux gens de se rencontrer, enfin bref, il y a tellement de bénéfices. Et effectivement, là, ça c'est à la force publique, si on veut que ce soit généralisé et qu'on soit tous sensibilisés à la réparation, y compris à la formation, parce que moi j'aimerais bien apprendre à la réparer mon imprimante, et on est plein à avoir envie d'apprendre des trucs comme ça. Mais il n'y a plus, la vérité c'est qu'il n'y a plus de réparateurs. J'ai une bécane, je dois changer de disque dur, je ne sais pas où aller. Et on a tous ces problèmes-là. Donc, c'est là qu'on voit que la puissance publique, elle peut vraiment avoir effectivement un rôle à jouer. Et ce n'est pas revenir à la lampe à huile et aux amiches. Ça, c'est de la petite phrase malvenue. Au contraire, est-ce que l'intelligence collective et la modernité, ce n'est pas la durabilité au sens premier du terme, c'est-à-dire que le produit dure parce qu'il est solide, réparable et réutilisable, réemployable? Si je puis rajouter quelque chose, je rejoins ce que dit Valère et Juliette. Ce qui me fait un peu peur, en effet, c'est qu'on a du mal à trouver un nouveau paradigme sociétal. Et là, ça va prendre du temps. Or, on n'a pas le temps. Donc, en attendant, il faut endogénéiser ce processus sociétal peu à peu. Et le rôle, en effet, il n'est pas question de culpabiliser ni les uns ni les autres, hein. On est tous des agents économiques, hein, qu'on soit consommateur ou producteur, hein. Et on n'est pas que ça, heureusement, on est surtout autre chose. Mais bon, là, j'ai le mauvais rôle, entre guillemets. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en effet, il arrive un moment où la puissance publique, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit française ou belge ou peu importe, il faut un moment dire ça suffit. Je vais donner un exemple. Il y a 25-30 ans, il y avait des bouteilles en plastique qui étaient en PVC, en polychlorure de vinyle. Donc il y avait des eaux minérales qui n'étaient pas en polyéthylène terephthalate, le PET, celui que l'on voit aujourd'hui, et c'était des bouteilles qui contenaient donc du chlore, d'accord, du PVC, des PVC. Aujourd'hui, ça a été interdit grâce à une pression de mouvements écologistes qui était parti d'Allemagne. Et en Allemagne, le gouvernement a dit on n'importe plus de bouteilles de PVC en venant d'Europe s'il y a, parce que c'est du PVC. Donc on importera uniquement des bouteilles élaborées à base de polyéthylène terephthalate. Or, vous savez qu'à l'époque, quand on brûlait des bouteilles en PVC, ça provoquait des gaz chlorés, qui étaient des facteurs de pluie acide. Mais là, on n'a pas attendu la bonne conscience, ou la conscience, ce n'est pas du tout une moquerie. On n'a pas attendu une prise de conscience du consommateur. Il y avait des militants convaincus qu'il ne fallait pas acheter des bouteilles en PVC, mais le temps, on n'avait pas le temps. Donc on a interdit ces bouteilles-là. Et là, vous faisiez à l'instant référence au masque. Ben, il arrivera un moment où on dira, ben, s'il n'y a pas de masque en tissu, vous ne sortez pas s'il n'y a pas de masque en tissu. Voilà, c'est aussi une question de dire, ben, les couverts jetables, c'est terminé. Les cotons-tiges, c'est terminé. Et les rasoirs, on en parle, des rasoirs qui sont en plastique. La génération de mes parents, grands-parents, ben, ils utilisaient des rasoirs où on changeait uniquement la lame en métal. Bon, ça, c'est une question de réglementation. Et c'est vrai que la puissance publique doit à un moment prendre ses responsabilités
et faire barrière aussi au lobbying, hein, parce que derrière, il y a une force de lobbyistes, de lobbying. Il en faut des lobbyistes, mais il faut les identifier, savoir ce qu'ils font et connaître ce qui se passe avant et après en termes de patrimoine, de revenus des élus. Et voilà, je pense qu'on a les outils législatifs et je pense qu'il faut arrêter en effet de penser que on a le temps, on n'a plus le temps. Là, je pense qu'il y a 10-15 ans. Et voilà. Et pour le réparable, le jour où un téléphone qui coûte aujourd'hui 30 euros, parce que vous avez l'abonnement, le forfait, on vous vend en même temps un téléphone qui coûte 30 euros, alors que son coût réel, son coût environnemental chargé est peut-être de 200 ou 300 euros. Le jour où on intégrera tout le coût externe pour produire ce téléphone, à 300 euros, là, ça deviendra intéressant de le réparer. Pourquoi on ne le répare pas? Parce que le coût de réparation est inférieur au coût de vente, au prix de vente de ce téléphone. C'est qu'on a inversé complètement la machine, alors que le coût réel du téléphone n'est pas de 20 ou 30 euros. Moi, je suis affolé par toutes ces promotions de forfaits téléphoniques ou autres qui sont vraiment très loin et du coût privé et du coût externe. Donc là, c'est aussi une question comment dirais-je, de tarification et de contrôle fiscal aussi de où est le profit, d'accord? Où est-ce que se dégage la valeur ajoutée? Et là, on n'arrête pas de culpabiliser le consommateur final. Il a sa responsabilité. Mais il faut aussi l'aider à l'orienter par un système de prix décentralisé, parce que le prix des biens ne reflète pas le vrai coût de production. Et ça, c'est un problème théorique qu'on sait régler au plan théorique, mais après, il faut le courage politique. Hein. C'est qu'on peut orienter le consommateur avec un produit suremballé. Normalement, il devrait être plus cher qu'un produit moins emballé, mais avec un delta, avec un écart qui est suffisamment élevé. Et ce n'est pas le cas. C'est vrai que la tarification liée à l'éco-redevance a permis de faire en sorte que le produit trop emballé soit plus cher, et ça a permis au poids des emballages de se dégraisser à peu près de 20% depuis une trentaine d'années. C'est très bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et aujourd'hui, je pense que la tarification la responsabilité élargie du producteur, eh bien, les tarifications ne sont pas non seulement en valeur absolue, mais entre les biens ne sont pas assez différenciés. C'est-à-dire que le bien polluant, le réfrigérateur qui est trop lourd, qui a une durée de vie trop courte, eh bien, il faut que l'éco-redevance soit multipliée par 3 ou par 4, de manière à encourager le consommateur à aller vers le produit, le réfrigérateur, le moins cher, à qualité égale, mais moins cher pourquoi? Et parce qu'il a un impact environnemental plus faible. Arrêtons de penser qu'il y a une écologie punitive. On a parlé des Amish, Valère, vous avez raison. Il y en a un peu marre d'entendre cette moquerie permanente hein, des personnes qui veulent faire changer un peu le comportement écologique. Et bien là, c'est pareil, il faut que le consommateur puisse choisir et choisir en fonction aussi de son intérêt. Et moi, si un prix à qualité égale, un produit est moins cher parce qu'il a moins d'impact environnemental, là, ce n'est pas une question de fiscalité punitive. Au contraire, c'est une fiscalité qui donne un avantage aux produits qui polluent moins. C'est au contraire une fiscalité qui encourage la consommation et la production vertueuse. Donc, n'inversons pas le chariot en disant ben, moi, c'est normal, quand vous polluez, vous payez. Il n'y a rien de punitif. C'est une réalité. Quand vous voulez un bien, vous le payez. Là, on veut utiliser dans l'environnement sans payer. Je ne vois pas en quoi est-ce punitif que de faire en sorte que le produit moins polluant soit moins cher. Donc, inversons, c'est très dangereux les mots, hein, les paroles comme ça, elles sont vraiment inquiétantes. Juste une dernière chose en parlant de pouvoir public, il faudrait que les documents officiels de l'Union européenne ou de l'ADEME, moi je travaille souvent avec l'ADEME en termes de recherche, etc., mais on parle de traitement de déchets, on parle d'élimination des déchets. On n'élimine pas un déchet, on le transforme. C'est-à-dire que les molécules se transforment. Mais la quantité de molécules, elle reste la même. Hein. Enfin, mais elle se transforme. Les atomes restent les mêmes. Les molécules s'associent différemment. Mais on ne détruit pas un déchet. On n'élimine pas un déchet. On le transforme. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas du tout anodin l'acte de traiter le déchet. Et je pense qu'il faudrait arrêter. On parle de traitement, on ne parle pas d'élimination. Moi, je pense que ça, c'est très important. Et il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Bon, là, je sens que je commence à m'énerver, donc ce n'est pas la peine, je vais m'arrêter tout de suite. Merci pour votre réponse à tous les trois. On a une question de Maëtem Baroche sur Facebook
qui est pourquoi l'obsolescence programmée est connue, mais pas sévèrement punie. Je vous laisse Jean de Beer si vous voulez commencer, ou Juliette, comme vous voulez. Non, Juliette, allez-y, je pense que nous allons dire à peu près la même chose. Donc, C'est plus facile pour vous, du coup, vous rebondissez sur ce que je dis. Non, mais alors l'obsolescence programmée, c'est déjà c'est très difficile à prouver. On est dans un système économique avec beaucoup d'informations confidentielles. Donc ça, c'est un choix de système économique pour de la croissance et de la compétitivité et de l'innovation. Il y a un secret des affaires. D'ailleurs, à ce propos-là, nous, on a été membre d'une coalition d'acteurs. Bref, vous pouvez regarder sur notre site internet. Nous, on milite pour qu'il y ait un accès aux informations. Et la frontière est très dure à trouver entre la libre entreprise et le secret des affaires et les informations qui sont d'intérêt public. Et on parle beaucoup des lanceurs d'alerte, etc. Et en fait, tout est lié sur ces sujets-là. Donc, l'obsolescence programmée, elle est très difficile à prouver parce qu'on n'a pas accès à ces informations qui sont privées. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est la communication mensongère. Et ça, il y a quand même des évolutions qui vont dans le bon sens aujourd'hui, où il y a plus de juridictions et il y a aussi beaucoup plus de mobilisation citoyenne pour être alerte d'une communication qui pourrait vouloir dire que c'est très écolo, ça va durer très longtemps, alors que finalement, ça ne l'est pas. Nous, on participe à plusieurs coalitions aussi sur la publicité et les mensonges de la publicité. Et on essaye du coup d'alerter les citoyens et d'utiliser la juridiction qui existe pour rappeler à l'ordre. Mais le problème de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'il faudrait prouver juridiquement qu'un produit a été fait pour ne pas durer. Et dans le système de droit dans lequel on existe, on ne peut pas punir quelqu'un pour une intention de créer un produit qui ne va pas durer. On peut, par contre, l'interpeller sur le fait qu'il communique sur une durée de vie qui n'est pas vraie. On peut créer des lois qui l'obligent à communiquer sur la durée de vie de son produit. Mais par contre, il y a une liberté d'entreprise et c'est l'état de droit qui est protégé. Je vous laisse rebondir. Ah oui, bon. Puisque j'ai la partie facile, je pense qu'il y a, enfin, comment dirais-je, on peut déjà espérer qu'il y a des associations aussi, comme 60 millions de consommateurs, qui informent aussi sur la durabilité des produits ex post, une fois qu'ils sont sur le marché. Et là, il n'y a plus de question de secret industriel, hein, ni de brevets, ni de process industriels. Et donc là, l'information, elle apparaît vite grâce à des associations comme 60 millions de consommateurs ou d'autres associations de consommateurs. Et même avec l'intérêt maintenant de l'information en ligne, on a vite quand même une information pour qui veut aller la chercher sur la durabilité de tel ou tel produit. Ça, c'est une chose. Ensuite, je pense qu'il y a quand même aussi des vertus dans la concurrence. Je prends le cas de Rank Xerox. Vous parliez d'économie de fonctionnalité où on n'achète pas un bien, on ne le loue pas, on paye, si vous voulez, à son utilisation. Et Rank Xerox, qui produit donc des systèmes comment dirais-je, de photocopieuses, entre autres, eh bien, ne vous vend pas ou ne vous loue pas la photocopieuse, elle la met à votre disposition et vous payez l'usage au nombre de photocopies ou de groupes de photocopies. Comme ça, l'utilisateur, déjà, économise, ne fait pas des photocopies pour faire des photocopies, d'accord? On le voit dans beaucoup d'administrations ou d'entreprises. Donc déjà, le consommateur, l'utilisateur, qui peut être une entreprise, une administration, une collectivité territoriale, peu importe, ou l'État, un service de l'État, déjà, il y aura moins d'utilisation de photocopies. Et ensuite, pour revenir à l'obsolescence, Rank Xerox, il a intérêt à mettre à la disposition, puisqu'il ne vend plus, des machines qui fonctionnent bien et qui auront une durée de vie la plus longue. Donc là, il y a un mécanisme de marché qui fait qu'une manière endogène, Rank Xerox
a intérêt à lever son asymétrie d'information sur la qualité du bien. Il y a même intérêt. Et c'est comme Michelin, c'est toujours les deux cas qui sont avancés dans l'économie de fonctionnalité, c'est Michelin et Rank Xerox. Et il y en a bien d'autres. Ben, Michelin ne vend plus ou ne loue pas des pneumatiques à certaines entreprises de transport et met à disposition, et il y a toute une tarification au kilométrage ou à la durée d'utilisation du pneumatique, et Michelin se charge de le reprendre, de le rechapper. Donc il a intérêt, bien sûr, à mettre sur le marché des pneumatiques de qualité. Et je pense que ça, c'est aussi une manière de capturer des usagers qui étaient un peu saturés depuis les 30 Glorieuses, depuis les années 80, 90, la fin des années 30 Glorieuses. Maintenant, dans le marketing, le but, ce n'est pas de capturer de nouveaux consommateurs, c'est de le fidéliser. Et ça, je pense que ça, c'est une vertu de concurrence. Hein, et voilà, c'est comme ça. Et je pense que c'est une manière. Donc, il y a deux manières, en effet, de régler ce problème d'obsolescence programmée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une question pour Monsieur Coréard sur le live Facebook. Concernant la pédagogie produite dans les médias, quel type d'auteurs serait à privilégier? Les autorités gouvernementales, les associations, les ingénieurs? Quel bagage ont les auteurs actuels? Je ne sais pas, je pense que vous voulez dire les experts, quoi, ceux qui interviennent, parce que l'auteur, c'est plutôt celui qui produit le contenu en général, et il fait intervenir des experts pour venir en soutien de ce qu'il produit comme contenu. Alors, si l'idée, c'est de vous dire qui sont les bons journalistes de la place, ça ne vous comptez évidemment pas sur moi. C'est au lecteur de le décider, ou à l'auditeur, au téléspectateur. Après, pour ce qui concerne les experts, il y en a pléthore. Je crois que finalement, le vrai sujet, c'est de ne pas s'enfermer dans une parole, parce que là, on le voit bien. Par exemple, entre Jean Debir et Juliette Franquet, on a des points de convergence, mais on a une vision différente parce que l'expertise est différente. Donc, forcément, on a un point de vue qui est légèrement, même s'il se complète. Et puis, je crois, alors il y a peut-être un truc qui, ça m'y fait peut-être penser là en parlant, mais je crois qu'il faut challenger davantage aussi. J'étais en train de me dire tout à l'heure, mais qui pourrait nous dire qu'en fait, on s'en fout des déchets, que c'est bien d'en produire parce que ça crée des emplois, parce que ça… Il doit bien y avoir des gens qui racontent ça. Il y en a forcément, je ne sais pas. Il y en a. Bon, Juliette dit qu'il y en a. Ça, pour le coup, dans une société du débat où on a plus très peur du débat. Enfin, je trouve que pour le coup, les débats sont parfois très durs, dérapent, sont parfois insupportables, mais ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est toujours pareil. Hein. Donc, le débat dans une société où il y a beaucoup de médias et on sait maintenant produire des formats qui sont quand même punchy, etc., il peut être intéressant. Et peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment. C'est-à-dire que finalement, on a peut-être ce réflexe de se tenir chaud. Vous savez, on est bien entre nous, là, tout va bien. Moi, Jean, il me rassure. Juliette, ce qu'elle dit, ça me va. On est bien d'accord. On est bien, quoi. Mais non, mais peut-être qu'il faudrait justement davantage challenger. J'ai fait une expérience comme ça, tout à fait par hasard. Alors, je vais pas faire le vieux qui raconte ses anecdotes, mais très rapidement. J'étais invité par un organisme qui produit de l'électricité locale quelque part à Compiègne. Et moi, je pensais aller voir des gens qui étaient une espèce de coopérative qui produisait de l'énergie. Et en fait, c'était le cas, mais c'était des agriculteurs. En fait, c'était un groupement essentiellement d'agriculteurs. Et moi, j'adore les agriculteurs. J'en connais quelques-uns, etc. J'ai pas de souci. J'adore tout le monde d'ailleurs. Et donc, j'arrive, je commence ma conférence. Et là, le gars qui présente, il me dit « Ah, mais… » Donc voilà, c'est Valère Coréard avec son livre préfacé par monsieur Alain Bougrain-Dubourg. Et je ne sais pas, il y a un ton un peu étrange. Et donc, en fait, finalement, j'avais face à moi une assemblée très, 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 pas agressive, mais franchement, elle trouvait que les journalistes, ils trouvaient tous que les journalistes, on les caricaturait. J'étais vraiment le Parisien, le bobo. Enfin, vraiment, ça ne prenait pas, mon discours, il ne prenait pas. Et donc, j'ai proposé qu'on débatte, parce que j'ai dit, écoutez, si ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte, je l'entends, mais donc débattons. Et on a débattu pendant 1 heure. Et ça a été hyper intéressant. À la fin, j'ai fait une dédicace qui a cartonné d'ailleurs. Ça s'est super bien passé. Et j'ai vachement mieux compris leurs a priori. Et je crois qu'ils ont vraiment mieux compris mon travail.
Et donc, peut-être que la réponse que je ferai à cette personne-là qui me pose cette question sur Facebook, des experts, il y en a plein, mais peut-être qu'on fait l'erreur de se tenir trop chaud et qu'on devrait davantage se challenger. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Moi, je veux bien ajouter une petite chose, même si ça ne m'était pas adressé. Nous, on se confronte. Il y a récemment eu un débat live Facebook du coup Flore Berlingen que j'ai remplacée, qui était ancienne directrice de Zero Waste France et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Recyclage, le grand enfumage, où certains acteurs du recyclage, et en particulier Citeo, qui est donc l'éco-organisme qui prélève pour le recyclage des emballages, et donc qui est, parce que tout à l'heure on a parlé des systèmes, des filières REP et de la responsabilité, etc. Dans ce livre, Flore, mais du coup l'association Zero Waste France, critique beaucoup la gouvernance de ces structures qui sont organisées. En fait, les décisions sont prises par des industriels qui ont des intérêts économiques à produire plus d'emballages, à qui on demande de s'auto-administrer des éco-contributions, des bonus, des malus. Bref, excusez-moi pour la parenthèse. Je reviens sur mon sujet. En tout cas, nous, on se confronte tous les jours, et je trouve qu'effectivement, c'est important de sortir de son vase clos et de ne pas être complètement déconnecté. Et je rajouterais même de lier les différents enjeux. On parle beaucoup des enjeux sociaux en ce moment. Nous, ça a été des grands débats en interne parce qu'on milite pour qu'il n'y ait pas de surconsommation. Et donc, il y a ce Black Friday qui est en ce moment. Et en même temps, on sait que les petits commerçants ont des difficultés économiques. Donc, on ne veut pas passer pour les bobos parisiens qui disent bah, c'est facile à aller dans la librairie à côté, parce que parfois, on habite dans un village où il n'y a pas de librairie. En tout cas, nous, on se confronte à nos adversaires. Par contre, bien attention à faire attention à ses sources. Et là, ce live Facebook avec Citeo, par exemple, eux, ils avaient des modérateurs qui répondaient et qui donnaient des chiffres. Et ces chiffres-là, nous, on sait, parce qu'on a été les détricoter, qu'ils les présentent d'une manière qui les intéresse. Donc, il faut se confronter. Il faut aller voir différents experts, mais par contre, il faut vraiment bien regarder qui parle de quel point de vue et pour quel intérêt. Et enfin, nous, du coup, dans notre travail de mobilisation citoyenne, on essaye aussi de dire, en fait, on ne peut pas être expert de tout. On peut pas, si on attend de tout savoir sur les matériaux plastiques, les enjeux, les impacts environnementaux, économiques, le rôle du politique, avant de prendre la parole, eh ben, il n'y a pas de débat. Donc, il faut aussi accepter le fait qu'on est légitime en tant que consommateur, en tant que citoyen, de poser des questions, d'aller chercher des expertises, mais de ne pas d'attendre d'avoir toutes les expertises pour se faire une opinion et pour en parler. Il faut aussi décomplexifier, et en particulier sur le sujet du recyclage, parfois la parole est accaparée sur des questions très techniques. Et nous, on rappelle à tous nos adhérents qu'en fait, le zéro déchet, c'est avant tout un projet politique, et que chaque citoyen peut aller voir son maire et lui dire « Expliquez-moi comment est recyclé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de ressourcerie ?» Et on n'a pas besoin d'être expert, que ce soit matériaux ou économiques ou politiques, comprendre l'ensemble des enjeux et l'ensemble des acteurs pour ne pas être légitime pour participer à ces débats. Parce que sinon, il faut faire une thèse. Il faut rester 3 ans, travailler ses sources, travailler un sujet bien spécifique. Et ensuite, on a du matériel bien consolidé et on peut être sûr de ce qu'on dit. Mais si on attend ça, en fait, le débat, il meurt, alors que nous, on veut inciter au débat. Et moi, ça me va qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec moi. Enfin, je suis complètement OK avec ça. J'essaierai de les convaincre et ils essaieront de me convaincre, mais c'est aussi la démocratie de ne pas être d'accord. Et il y a vraiment un sujet aussi de comment assumer sa position de citoyen, de consommateur. On a l'impression d'être paumé, on voit de tout et on se dit, bah, en fait, moi, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux faire, etc. Bah, il faut aussi prendre les choses un peu une par une et accepter. Bah oui, on ne sait pas c'est quoi les 10 000 sortes de plastique. Et ben, c'est pas grave, on va se renseigner sur un truc, on va juste vérifier qui est-ce qui parle. Et puis après, demain est un nouveau jour et un nouvel apprentissage.
Merci beaucoup pour votre réponse, Juliette Franquet et Valère Correa. J'ai une question qui est sur le Zoom, qui nous a été posée par Lafik Michard. Parmi les déchets existants, pourrait-on éliminer ceux du 6e continent de plastique dans l'océan? Je ne sais pas qui veut répondre. Jean de Beer. Je prends le risque, Juliette. Hein. Non, mais c'était une boutade. Hein. J'essaye de rendre ces interactions vives. Pas grave. Non, non, mais bon, cette histoire de 6e continent, en effet, c'est le problème du plastique. Hein. Et puis, c'est le problème d'une industrie plastique qui est loin de s'éteindre, avec des prix d'hydrocarbures, hein, de pétrole qui sont assez bas, voire très bas, d'accord, avec la mise en exploitation de nouveaux gisements. Bon, donc c'est un problème. C'est un problème. Il y a toute une industrie chinoise, une industrie indienne, une industrie des États-Unis et une industrie européenne aussi, hein, qui est prête à déverser encore du plastique. Et puis la question, là, en effet, ce plastique-là qui flotte, sauf si on va le chercher, ben, je ne vois pas quelle solution on a, sachant qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont déjà dissous dans l'eau, d'accord, et qui sont devenus des particules toutes fines. Donc là, maintenant, il faut songer à ce qu'il n'y ait plus un 7e ou un 8e continent. La problématique, elle est là. Sauf si un jour, on veut aller le chercher et qu'est-ce qu'on va en faire? On va le brûler et créer du CO2. Mais non, mais c'est un gros problème. Et voilà. Et je pense que l'histoire du recyclage du plastique, un PET, un polyéthylène terephthalate, on pourra faire un usage alimentaire, on pourra le recycler une fois ou deux, je pense. Hein, je ne suis pas un expert du plastique, mais pas au-delà. Un plastique, même recyclé, restera du plastique. Donc le problème, il est beaucoup plus en amont. Et il est évident que, je parlais tout à l'heure de l'Europe, mais l'Europe est un grand commerçant et un grand producteur au niveau mondial. Si l'Europe arrive déjà à homogénéiser des normes, à fixer un tarif extérieur commun sur des importations polluantes, eh bien, quand le plus grand ou un des plus grands commerçants du monde fixe des barrières à l'entrée sur certains produits, les 2-3 grands concurrents du monde, s'ils veulent continuer à commercer avec l'Union européenne, vont devoir se plier à des normes. C'est un peu l'objectif d'un tarif extérieur commun en matière de dioxyde de carbone, en matière de CO2. Quand un grand commerçant qui représente un pourcentage important de la production, de la consommation mondiale, fixe des normes environnementales, eh bien, les autres s'y calent. D'accord. L'histoire économique le montre. Donc, on va essayer de rester optimiste, hein, mais bon, voilà. Merci beaucoup. Une dernière question sur le live Facebook de Victor Lambert. Selon vous, faut-il toujours subventionner ou encourager la valorisation énergétique des déchets malgré le contexte énergétique actuel? Désolée. Alors, là, pour le coup, c'est un sujet de thèse, donc je vais essayer de résumer un peu la position de notre association. Zero Waste France, c'est une association qui est née il y a plus de 20 ans, qui est issue de mouvements militants qui s'opposaient à la construction d'incinérateurs. Déjà, je disais tout à l'heure, il faut savoir d'où on parle, donc moi je parle de ce point de vue-là. Quand on parle de valorisation énergétique, en règle générale, aujourd'hui, on parle d'incinérateurs. Donc, c'est des fours qui brûlent tous les déchets. Le problème, c'est que du coup, il y a des impacts environnementaux et que ça n'incite pas à la réduction des déchets puisqu'on investit dans des usines qui ont besoin d'un certain poids de déchets pour être rentables et qu'aujourd'hui encore, on investit dans la modernisation de ces usines qui du coup vont pas inciter dans les scénarios, on se dit pas, il y a quelques exemples, je vais plutôt parler des bons exemples pour changer, mais par exemple la ville de Besançon est souvent citée parce que ils ont plusieurs fours du coup d'incinération et il y en a un qui est arrivé à la fin de sa durée de vie et ils ont décidé de le fermer et de faire plein d'actions parallèlement pour réduire les déchets. Je m'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, nous, on essaye de promouvoir les alternatives à la valorisation énergétique des déchets et d'expliquer que c'est en partant sur des scénarios sur la réduction des déchets et en mettant en place, donc par des lois, par de l'accompagnement, par du financement,
d'autres, on parlait de ressourcerie, de consignes, de réseaux en vrac, etc., que pour nous, l'argent public a plus de sens plutôt que de réinvestir dans ces usines qui sont polluantes. Après, juste une petite parenthèse, parce que quand on parle de valorisation énergétique, on parle aussi parfois de méthanisation des biodéchets. Donc là, c'est un sujet qui est un peu à part. Les déchets organiques, c'est 1/3 de ce qu'on a dans nos poubelles et c'est ce qui est le plus facile. Alors, c'est pas simple au niveau d'une grande ville à mettre en place du jour au lendemain, mais c'est faisable et c'est surtout, c'est un déchet qui est très facile à revaloriser en compost et ou en énergie. Donc là, c'est un sujet un peu à part, mais c'est la thèse numéro 2. On pourra en parler une prochaine fois. Merci beaucoup. Juste pour remercier Monsieur Corréard qui doit partir, on vous remercie beaucoup de votre intervention. Si Monsieur Debert, vous voulez… Eh bien, c'est moi qui vous remercie vivement. Je suis Merci navré de beaucoup. vous quitter en chemin, mais c'était dans mes impératifs. Il faut vraiment que je file. Merci à toutes et tous et encore une fois, bravo pour à la fois votre présence, votre initiative et la qualité de ces échanges. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir Valère. Au revoir, merci. Santé. Merci, au revoir. Salut. Juste en termes de précision, Juliette, pour rebondir sur ce que tu as dit, je n'ai pas le sentiment qu'on subventionne les incinérateurs. Il y a un prix à la tonne qui couvre un coût privé. Voilà. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que plus la capacité des usines d'incinération est élevée, plus il faut amortir justement ces machines-là. Donc voilà. Donc le pire ennemi du recyclage, c'est l'installation démesurée d'usines d'incinération. En effet, donc ça, c'est une modulation entre le traitement, d'une part, je n'utilise pas le terme élimination, hein, entre le traitement avec valorisation énergétique, d'une part, et le recyclage, d'autre part. Par contre, je ne suis pas convaincu non plus que l'on puisse techniquement et écologiquement et économiquement tout recycler non plus, hein. Donc, il y a quand même un fondement, c'est que le coût marginal social de l'incinération avec récupération d'énergie doit être égal au coût marginal social de recyclage. Parce qu'il arrive un seuil à partir duquel trop recycler, non seulement peut coûter beaucoup plus cher au plan économique, mais aussi au plan environnemental par rapport à une production primaire. Donc ça, il y a un point d'équilibre. Et je pense que c'est quand même. Alors, est-ce que c'est mieux de l'incinérer avec récupération d'énergie ou l'enfouir, le mettre dans un centre d'enfouissement technique? Je parle du déchet fatal, du déchet qui est là, hein. Je ne parle pas de l'objectif zéro déchet, je parle du déchet qui est là. En attendant, quelle est la solution optimale? Ben, tout dépend du coût marginal social. Mais après le coût marginal social, comment calcule-t-on le coût externe? Et là, il y a un choix scientifique, mais peut-être le politique donnera plus d'importance à tel type de pollution plutôt qu'à tel autre. Donc l'histoire de coût externe, au plan théorique, c'est très simple, pour un économiste, on sait l'écrire, mais au plan de la réalité, quand on met une taxe sur la mise en décharge de 10 francs à l'époque, c'était en 1999, ou en 92, pardon, en 92, quand on a créé la taxe sur la mise en décharge, c'était 10 francs la tonne. 10 francs la tonne. Après, on est passé à 10 euros quand on est passé à l'euro. Et maintenant, on est à près de 40 euros la tonne. Donc, cette histoire de coût externe, c'est tout à fait un concept qui évolue dans le temps, malheureusement. Enfin, ou en tout cas, quand ça va dans le bon sens, tant mieux. Le problème, c'est qu'il ne faut pas arriver trop tard, parce qu'après, il y a des réversibilités. Donc, tout ça pour vous dire que pour l'incinération, c'est pareil. Il faut être sûr du coût externe. Et il est évident que la pollution zéro n'existe pas dans un incinérateur et qu'il y a des effets de cumul de polluants dont les effets externes ne vont se faire sentir dans 5 ans, 10 ans, dans 15 ans. Et ça c'est très compliqué, je pense. Mais en tout cas, je revenais sur le terme subvention. Ce ne sont pas des usines qui sont subventionnées, hein. Elles amortissent des coûts et personne ne fait de cadeau à personne. Là, j'en suis absolument convaincu. Merci. Merci à vous deux pour cette réponse. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question?
Allez, une dernière question. Allez, c'est parti. Alors, c'est une question qui est sur le Zoom de Samuel Notcherguenin qui dit: peut-on envisager de construire des filières de recyclage d'objets de nos industries sans développer l'extraction des matières premières en parallèle sur notre territoire? Jean de Beer, je vous laisse commencer si vous voulez. Oui, bien. À Dunkerque, on produit de l'acier ou de l'aluminium aussi. On peut produire de l'aluminium avec du déchet d'aluminium, bien sûr. Ça évite d'aller chercher de la bauxite, qui est le minerai à partir duquel on fait de l'aluminium primaire. Et bien sûr, on fait du recyclage de matières métalliques, hein, que ce soit des métaux ferreux ou non ferreux, bien entendu, sachant que quand on dépense, donc on évite de faire venir de la matière première minérale qui viennent de mines, avec des coûts d'extraction, des coûts de destruction d'environnement, de misère sociale aussi dans l'exploitation minière, hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'écologie, mais il faut savoir que les premières victimes de la pollution, ce sont les personnes qui travaillent dans les mines, hein, et qui sont dans les villages autour de ces mines. D'accord? Donc l'écologie, ce n'est pas un problème de riches, c'est d'abord un problème de pauvres. Là, tout à l'heure, on a parlé souvent de termes bobos. Et moi, je suis un peu fatigué d'entendre ce terme-là, même s'il est utilisé à bon escient. C'est que l'écologie n'est pas réservée à certains quartiers parisiens par des personnes qui ont des moyens culturels ou financiers. C'est souvent une catégorie très hétérogène qui, pour moi, n'est pas très bien définie. Et à la limite, je reviens sur ce problème-là. L'écologie, c'est aussi un problème sociétal et un problème social. Et voilà, et les victimes de la pollution, eh bien, elles sont souvent dans des pays où il n'y a aucune protection, ni sociale ni environnementale. Donc, pour répondre à Samuel, oui, on peut produire de l'aluminium. On produit déjà de l'acier à base de métaux de récupération recyclage. Il faut savoir que dans l'industrie, dans l'Union européenne, hein, dans l'industrie, parmi les consommations intermédiaires, les matières premières non énergétiques, il y a à peu près 50 à 60% d'input, hein, de matières qui viennent de la récupération recyclage. Bien sûr, du gisement de déchets ménagers, mais surtout des déchets industriels, hein, de la casse automobile, des chutes de production. Donc, bien entendu, c'est le cas. Et c'est très bien comme ça. Et je pense qu'il faut développer aussi les filières de recyclage dans les résidus de la construction, du bâtiment, parce que là, c'est un gros problème de matières premières, parce qu'on a de moins en moins de granulés disponibles pour la construction de maisons ou d'appartements dont on a besoin, parce qu'on manque de logements. Donc, il vaut mieux utiliser des matériaux de récupération, recyclage, plutôt que de produire de nouvelles carrières ou des produits qu'on va aller chercher en haute mer ou en les importer. L'Île-de-France est importatrice aujourd'hui, hein, de granulés pour la construction, alors qu'on a des gisements de matériaux recyclables en matière de construction. Donc oui, on sait faire, Samuel. Courage. Moi, je veux bien compléter un peu, et encore une fois, désolé, mais effectivement, on peut recycler certains matériaux, mais j'insiste encore, pour nous, la priorité à la réduction. Et du coup, je vais rebondir sur le BTP, qui est un très bon exemple où il y a beaucoup de déchets, de travaux, de rénovation, que ce soit sur la voirie, que ce soit du bâtiment chez soi. Il y a beaucoup d'enjeux sur ça. Et donc, je vais me permettre un peu d'auto-promo. On a ouvert cet été une nouvelle maison du zéro déchet. Donc, pour les Parisiens, parce que je crois ne pas être l'écolo-bobo, c'est juste un clin d'œil à ce que vous venez de dire. Non, mais comme là, je m'adresse à des Parisiens, du coup, c'est un bon exemple. Donc, on a changé de boutique. Avant, on était dans le 18e arrondissement. Maintenant, c'est dans le 12e, à côté de Reuilly Diderot. Et donc, on a à disposition un immeuble de Paris Habitat, et on a décidé de mener les travaux avec la démarche zéro déchet. Et donc, il y a une personne salariée de notre association qui n'était pas du tout experte en bâtiment, qui a trouvé un architecte qui était un peu sensible au sujet, qui a trouvé un entrepreneur qui était aussi un peu sensible, parce qu'effectivement, il y avait des freins, parce que les filières aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'acheter des matériaux neufs
avant même de penser à comment on les recycle derrière, c'est qu'est-ce qu'on utilise. Et on a réussi à faire des travaux immenses dans ce magnifique bâtiment que je vous invite à venir, en récupérant du parquet, en récupérant des cloisons, en récupérant… Et donc, venez voir ce beau bâtiment. Il y a une jolie boutique avec plein de gourdes et d'objets du quotidien zéro déchet qui permettent d'acheter en vrac, d'utiliser moins d'emballage, plein de livres aussi pour se documenter. Mais on est très fiers de cette réalisation parce qu'on a réussi à montrer qu'effectivement, au départ, ça demande un peu plus d'efforts parce qu'il faut aller se renseigner, parce que ce n'est pas la norme aujourd'hui de faire du réemploi. La norme, c'est d'acheter du neuf. Mais qu'en prenant ce petit temps supplémentaire, on a un impact environnemental qui est bien meilleur. Et du coup, en termes de coût, c'est assez équivalent en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas moins cher, honnêtement. Mais par contre, parce qu'il faut organiser le transport et que ça prend du temps d'aller référencer. Mais par contre, c'est équivalent en termes économiques par rapport à la matière et par rapport au temps passé, mais l'impact environnemental est bien meilleur. Voilà, donc j'en ai profité pour faire un peu de la pub sur la maison du zéro déchet dans le 12e. Allez-y, Jean Désir. Votre micro. Oui, le recyclage n'est pas une fin en soi, on est bien d'accord, Juliette, mais ça dépendra des matériaux, en fait. On a parlé du plastique, c'est compliqué. Moi, la question du plastique, je ne suis pas un expert du plastique, je pense que c'est une filière très compliquée, mais je pense que pour les métaux, on utilise des métaux. Ces métaux, on peut les réutiliser, et quand vous dépensez 100 kWh pour faire de l'acier de première fusion, vous dépensez 5 kWh pour faire de l'acier de énième fusion. Donc, il y a quand même un gain énergétique. Ensuite, pour les papiers cartons, là, je suis en train de vous parler d'un exemple qui est la fermeture de l'usine de la Chapelle d'Arblay, hein, à Grand Couronne, à côté de Rouen. Vous avez une usine qui a fait pendant des années du papier journal 100% recyclé. D'accord ? Il s'avère que le papier impression est en déclin, d'accord, et on va fermer cette usine. Enfin, elle est fermée. Mais il y a des possibilités de reprise pour faire d'autres biens à partir de produits recyclés, hein, par exemple de la cellulose pour faire des isolants thermiques pour des bâtiments. On peut faire aussi du carton. On ne fera plus probablement de papier pour impression au journal dans cette usine-là parce que la demande est déclinante et l'activité va se concentrer sur des unités de plus grande échelle pour continuer à faire du papier impression. Mais il est indispensable que cette usine continue à produire du recyclage de vieux papiers, enfin de papier usagé, parce que c'est quand même tous les papiers de l'Île-de-France et de la Haute-Normandie et d'une partie de la Picardie qui est là. C'est 21 millions de consommateurs trieurs qui voient leurs déchets qui ne peuvent plus aller à Rouen. Ils arrivaient en péniche, hein, depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Maintenant, c'est terminé. Et donc maintenant, on les envoie dans l'usine Golbey dans les Vosges, ou alors dans des usines en Allemagne. Et là où il n'y a pas de repreneur, Juliette, ça va partir en incinération. Et voilà, c'est une question que je voulais soulever. Je n'ai pas dit que vous étiez… Mais je suis ravie que vous abordiez cette question parce que sachez que nous, on a été sollicités et on a pris position. On a été auditionnés parce que l'État a fait une enquête pour voir tous les enjeux. Et on a été auditionnés, on a publié un article sur notre site internet pour dire notre positionnement et d'expliquer qu'effectivement, nous, on est assez radical dans le fait que la prévention doit venir avant le recyclage, mais que cette exception montre vous voyez, le recyclage en France. Alors, et qu'il y a des enjeux aussi sociaux derrière, et puis il y a aussi des enjeux de réfléchir le monde dans lequel on vit. Et là, on a parlé très français-européen, mais il y a aussi beaucoup de problématiques au niveau international, avec la Chine qui a fermé ses portes, et du coup, tous les déchets qui se retrouvent en Turquie, et l'enjeu du transport des déchets. Donc, on a conscience de tout ça, et même… on reste militant pour la réduction absolue des déchets avant le recyclage, mais on sait faire des exceptions
après avoir débattu en interne pendant longtemps, je dois vous l'avouer, sur la nécessité d'accepter le soutien de filières de recyclage spécifiques par rapport à des enjeux territoriaux, par rapport à beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, on n'est pas complètement… Non, non, j'ai bien compris. Oui, oui, oui. Non, non, mais je suis ravie que vous ayez donné l'exemple parce que ça me permet aussi d'expliquer notre positionnement. J'ai visité cette usine pendant 5 heures sur le terrain, voilà, et j'ai vu les délégués du personnel et j'ai compris beaucoup de choses. Et les activités qui peuvent être prises, ce sont des activités marchandes qui ne seront pas subventionnées. Donc, il y a des produits à base de carton que l'on peut trouver sur une sphère marchande. Voilà. Et il y a un article dans le Paris Normandie, il y a un mois ou deux, que j'ai été interviewé sur enfin, j'ai écrit un article relatif à ça. Comme ça, vous aurez le point de vue d'un économiste sur cette usine qui est magnifique. C'est 30 hectares quand même de sites industriels. C'est assez impressionnant. Il y a des choses à faire. Voilà, bon, je ne veux pas être trop bavard. Philippine, je vous l'avais promis. Charlotte, c'est pareil, je vous l'avais promis, donc je vais arrêter. Moi, je veux bien faire un petit mot de conclusion, si vous me permettez. J'ai déjà fait un peu d'auto-promo pour la maison du zéro déchet. Mais je voulais juste vous parler de 2 petites actualités. Et même si, encore une fois, nous, notre objectif, ce n'est pas de culpabiliser les consommateurs, on essaye quand même d'engager, de donner des moyens d'action et de donner des alternatives pour essayer de réduire les déchets. Donc, il y a 2 choses qui approchent à grands pas. Il y en a une, c'est le Black Friday, et l'autre qui est Noël. Donc, nous, en tout cas, en tant qu'association, on mène des campagnes, on a fait des publications sur nos sites internet, sur nos réseaux sociaux, etc., pour inciter du coup à penser à l'achat. Et pour le Black Friday, on pourrait en débattre pendant des heures, mais juste garder en tête qu'au final, quelqu'un paye. Donc, réfléchir. Il y a des promos, mais en fait, les promos, c'est au détriment de qui et de quoi. L'environnement est quand même utilisé, enfin, les ressources naturelles sont quand même utilisées. Est-ce qu'on a des vrais besoins? Est-ce qu'on peut plutôt réparer? Toujours garder en tête ces mécanismes pour éviter d'utiliser des nouvelles ressources naturelles. En plus, il y a beaucoup d'enjeux légaux. Vous pouvez aller aussi regarder sur notre site internet, mais en règle générale, ils augmentent leur prix au dernier moment pour redescendre. Et puis, il y a aussi plein d'enjeux sociaux sur la production des objets qu'on achète à bas prix. Donc, je vous invite juste à réfléchir en cette période de Black Friday à vos achats qui pourraient être compulsifs et à réfléchir à vos besoins. Et la deuxième chose, c'est Noël qui arrive aussi. Donc, on a envie de faire plaisir à ses proches. Il y a 1000 manières de faire plaisir à ses proches sans être l'écolo relou de la famille. On peut repenser là, on a la chance, les espaces culturels vont pouvoir réouvrir un petit peu, donc on peut peut-être offrir une place de théâtre, une place de concert, des moments, des choses immatérielles. On peut aussi… donc là, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais la Maison Zéro Déchet organise des ateliers do-it-yourself, couture. On peut offrir une gourde. Alors, on peut faire plaisir en tout cas aux gens sans avoir la vieille chaussette de grand-mère. Il y a plein de ressourceries, il y a plein de choses qui existent. Ça demande parfois un peu plus de temps que toutes les publicités qu'on peut voir dans le métro et dans la rue. Mais ça existe, donc allez chercher ces informations et vous verrez qu'on peut chacun à notre échelle participer à ce mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux de votre participation à cette conférence. On a atteint près de 140 participants entre le Zoom et le live Facebook. Désolée pour toutes les questions qu'on n'a pas pu poser faute de temps. Voilà. Et un replay de la conférence sera disponible sur notre antenne ou directement sur la conférence, sur l'événement de la conférence sur Facebook. Normalement, elle reste indéfiniment. Donc, vous pourrez la revisionner si vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Enchanté de faire votre connaissance. Et puis, et n'oubliez pas notre conférence véganisme le 16 décembre, si ça vous intéresse.
2020, hein, 2020. Oui, bien sûr, 2020. Plaisante. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. à vous. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.